10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un dimanche très studieux, très professionnel, parce que ça fait quelques heures et quelques jours que je travaille sur ce sujet. On a déjà traité pas mal de dossiers mercato, Cherki City, c'était l'occasion de parler de Manchester City, pareil pour Wirtz à Liverpool, les Reds, le Barça, on a fait Arsenal aussi, un peu de planification sportive, de projection sur la saison prochaine, un tout petit peu de Coupe du Monde des clubs aussi pour lancer la saison. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? La prise de pouvoir des Brésiliens, des Sud-Américains, un déclin européen peut-être. Reparlons-en au moment de la phase d'élimination directe, quand les gros matchs commencent. On va se pencher un petit peu plus sur cette Coupe du Monde des clubs, peut-être prévisualiser, analyser quelques grosses rencontres. Ça arrive dans les prochains jours, mais là j'ai vraiment envie de parler mercato, parce qu'il se passe des choses. Il y a de gros dossiers et il y en a deux en priorité, avant le vrac bien sûr à la fin, et que j'ai envie de traiter dans cette vidéo. C'est Ilya Zabarny au Paris Saint-Germain et Miloš Kerkez à Liverpool. Donc installez-vous bien, tranquille, vidéo du dimanche, ça va être cool. Et ouais, commençons par notre ami ukrainien. Zabarny à Paris, la première chose à dire là-dessus, c'est que c'est pas encore officiellement fait. C'est le premier transfert dont on parle sur cette intersaison, qui n'est pas encore bouclé. Le Paris Saint-Germain et Bournemouth, selon Fabrizio Romano, sont quand même au stade final de la négociation, avec un accord qui devrait arriver bientôt. C'est pas encore très très clair. Luca Bendoni parle d'une offre refusée par Bournemouth de 55 plus 5. Bournemouth attend 70 millions. La raison pour laquelle j'en parle tout de même, c'est que je crois que ça va se faire. Il y a un accord Zabarny-Paris depuis un moment. Donc l'accord joueur a été trouvé pour un contrat jusqu'en 2030. Zabarny, par exemple, refuse des contacts avec Chelsea, avec Newcastle, et a fait d'un départ au Paris Saint-Germain sa priorité. Bon, déjà, ça, c'est un bon signe. J'ai vu aussi que Bournemouth avance sur des pistes. Il y a pas mal de rumeurs autour de défenseurs centraux. C'est vrai qu'il y a eu le départ de Huijsen aussi. Par exemple, John Lukumi, Giovanni Leon sont sondés, peut-être qu'il y ait des remplaçants de Zabarny potentiels. Ils n'ont pas besoin de vendre, avec la vente de Huijsen au Real Madrid pour 60, 62, Miloš Kerkez aussi, 47, 50. Ouais, il y a eu de gros départs. Peut-être que ça joue dans la négociation. Ils attendent de sortir un gros chèque du Paris Saint-Germain, mais j'ai la sensation que si c'est la priorité du Paris Saint-Germain, à un moment, ça va finir par se faire. Et si Paris se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde des clubs, on saura ça après le match contre Seattle lundi soir, ils ont la possibilité d'inscrire un joueur, deux joueurs même, entre le 27 juin et le 3 juillet. Peut-être que Zabarny pourrait être l'un d'eux. Mais, imaginons que ça se fasse. Pour moi, les questions, et la première, c'est d'abord, pourquoi? Pourquoi le champion d'Europe en titre, qu'il a été avec une charnière Pacho-Marquinhos excellente dans la phase à élimination directe, pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain va claquer 60, 65, peut-être 70 millions d'euros sur un défenseur central droit, donc le poste de ton capitaine? Quelle est la logique et la rationalité derrière tout ça? Bon, pour moi, c'est quand même assez clair que ce Paris Saint-Germain, et on va sans doute en parler dans une vidéo mercato idéal du Paris Saint-Germain bientôt, ce club a besoin de profondeur. À un moment, Luis Enrique, c'était il y a quelques mois, parlait du fait que c'est cool, on peut compter sur 14, 15, 16 joueurs. C'est devenu de moins en moins vrai au fur et à mesure de la saison. Sur les 3 derniers mois, il y a vraiment un 11 qui s'est dessiné. Aujourd'hui, il y a peut-être 12 joueurs niveau titulaire, parce que Zaïre Emery, sa cote a un petit peu baissé, il a eu un petit peu plus de mal à trouver sa place dans cet effectif. C'est aussi parce que le 11 est méga fort et ce milieu de terrain fonctionne super bien ensemble. Peut-être niveau profil technique, ça match un peu moins bien pour Zaïre Emery. Mais Gonzalo Ramos, on le voit encore un peu plus avec cette Coupe du Monde des clubs, ça marche moyen. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en sortie de banc pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, je pense que les 12 joueurs de niveau titulaire, ils sont là. Paris, peut-être pour passer le next step et véritablement créer ce Paris Saint-Germain dynastique, a besoin de 14, 15, 16 joueurs niveau titulaire pour faire des rotations de très très grande qualité. Et c'est encore plus vrai sur la charnière centrale, sans doute, où derrière William Pacho et Marquinhos, il n'y a pas grand monde. Beraldo, Lucas Hernandez, Kimpembe sont tous les trois gauchers. Kimpembe est-il encore un joueur de foot? Lucas Hernandez, beaucoup de blessures. Et Lucas Beraldo, même sur cette Coupe du Monde des clubs, on le voit. Il y a encore pas mal de progrès à faire. Beaucoup de charnières gaucher qui ont été alignés en Ligue 1 quand Marquinhos n'était pas là. Pacho Beraldo, Pacho Hernandez, Beraldo Hernandez.
C'est vrai qu'il manque un défenseur droit derrière Marquinhos pour le faire souffler et aussi peut-être pour envisager un petit peu plus la suite. C'est le seul trentenaire de l'effectif, 31 ans. Il y a Skriniar qui revient de prêt, mais le Paris Saint-Germain compte pas dessus. Donc si tu veux être dynastique, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire sur ce poste de défenseur central droit. Et donc, Ilya Zabarny, qui aura 23 ans en début de saison, le 1er septembre, qui a déjà 49 caps avec l'Ukraine et qui a porté le brassard de capitaine au dernier match, si je ne dis pas de bêtises, 14 juin, en rassemblement international. Il vient d'enchaîner 2 saisons consécutives titulaires en Première Ligue à Bournemouth. La dernière, il était le 3e joueur le plus utilisé par Andoni Iraola. La première, c'était aux côtés de Marco Senesi. La deuxième, bien sûr, aux côtés de Dean Huijsen. Et Zabarny, Michael Cox parle souvent de la complémentarité idéale d'une charnière centrale. Il faut un chien, il faut un chat. Huijsen Zabarny, c'est clairement Zabarny le chien. Huijsen plus dans l'anticipation, peut-être plus dans la qualité technique, balle au pied, la mobilité. Zabarny plus dans le rôle de l'agresseur. C'est peut-être des deux le défenseur central un peu plus classique entre guillemets. Il y a de la puissance pure, il y a beaucoup d'agressivité. Et beaucoup de contact, on le voit sur ici, Mateta contre Crystal Palace, régulièrement dans les chocs avec les gros numéros 9, athlétique, physique, Zabarny s'en est très bien tiré sur cette saison de Première Ligue. Un peu une armoire à glace, beaucoup d'agressivité de contact, c'est peut-être un petit peu plus ça, Ilya Zabarny par rapport à Dean Huijsen. Malgré tout, il a quand même un bon pied, il est 96e centile en passe en profondeur, il joue beaucoup de diagonales précises, comme celle-ci, et même avec son pied faible. Donc ça, c'est un petit peu comme Dean Huijsen. Bon, Huijsen, c'est un véritable ambidextre. Peut-être Zabarny n'est pas à ce niveau-là. Mais il joue aussi des diagos pied gauche, et elles sont assez précises. Bournemouth joue un style assez différent quand même du Paris Saint-Germain. On le voit sur le pourcentage de passes réussies de Zabarny, c'est à 82%, mais c'est parce qu'il y a énormément de passes longues, beaucoup plus que de passes courtes. Passe tentée longue, il est 88e centile, passe tentée, passe courte, 9e centile. Ça fait que son pourcentage de passes réussies, forcément, est plus faible. Bournemouth a envie d'aller presser dans la moitié adverse, s'embarrasse pas trop avec une construction basse et de longues séquences de possession. Du coup, son pourcentage de passes réussies est très bas par rapport à Marquinhos. C'est pas du tout la même idée. Et s'il y a effectivement transfert de Zabarny à Paris, il devra intégrer un tout autre module de jeu, un tout autre logiciel de jeu. Son style est quand même différent de Dean Huijsen. Ses passes sont beaucoup plus basses, viennent de plus bas. Huijsen, il est un petit peu dans le Bastoni rôle, on l'a vu régulièrement cette saison. Beaucoup de projections, parfois dernier tiers comme ça. Je pense qu'il a un très gros volume de expected assists. Huijsen, peut-être 3e centile en Europe, 97e centile en Europe, top 3%. Beaucoup de projections de ce type de Huijsen. Alors que Zabarny est peut-être un petit peu plus dans le rôle quarterback, les passes depuis l'arrière. Bon, régulièrement dangereuse aussi, tout ça pour dire qu'il a quand même un bon pied, même s'il joue beaucoup plus bas que Huijsen. Je le trouve un peu lent sur les premiers mètres. C'est peut-être ça le revers de la médaille d'être cette armoire et d'être tellement imposant physiquement. Par exemple, ici, face à Liam Delap, il s'est un petit peu mangé sur la première orientation. Le truc, c'est que derrière, il a suffisamment de vitesse pour rattraper son accélération un peu moins forte. Donc, je trouve que dans les grands espaces, il reste malgré tout une solution assez pertinente pour tenir une ligne haute, par exemple. À Paris, je pense pas que ce soit problématique, Zabarny. C'est juste plus sur les premiers mouvements où il peut avoir, peut-être sur les mouvements latéraux, un petit peu plus de mal à être tonique, explosif. Par contre, il ajoute de la taille, ça c'est une très bonne chose, 1m89. Dans les duels aériens, ça c'est une passe décisive qu'il donne pour Semenyo sur la dernière journée, contre Leicester si je dis pas de bêtises. Et grosse présence athlétique, ça ajoute aussi de la taille pour Paris. Ce que je pense de Zabarny à Paris, c'est que 60, 65, 70 millions que demande Bournemouth, je pense c'est un peu trop. Entre Zabarny et Huijsen, pour moi le meilleur joueur actuellement, c'est pas clair que ce soit Zabarny, c'est peut-être même déjà Huijsen. Et le plus gros potentiel, je pense, c'est Huijsen, il a 3 ans de moins. 1m97, 8 cm de plus, pourtant très grosse qualité, mobilité, qualité de pied aussi, ambidextre. Je pense Huijsen au-dessus de Zabarny. Et Huijsen est parti pour 60 millions. Si tu achètes Zabarny 60, 65, 70, je pense que c'est un peu trop. Et c'est d'ailleurs
pour ça que Paris, je pense, freine un peu. Maintenant, je dis toujours qu'il ne faut pas regarder seulement l'indemnité. Et actuellement, Zabarny, c'est 2,6 millions de livres bruts annuels. Si on regarde la situation, par exemple, de William Pacho, je pense qu'il serait dans ce range salarial-là. Et Pacho à Paris, c'est 4,5 millions annuels. Si c'est 65 en indemnité de transfert, mais que c'est que 4,5 millions annuellement, et comme c'est un joueur très jeune, défenseur, franchement, voilà, Pacho, je pense que ce sera typiquement dans cet ordre de prix-là. Là, c'est très correct, et en vrai, bon an, mal an, c'est un meilleur deal que Huysen au Real Madrid, certes 62, mais avec un salaire apparemment de 9 à 11 millions d'euros annuels, qui pèse beaucoup plus lourd dans le calcul, les comptes, le bilan à la fin. Donc, franchement, dans l'ensemble, je pense que Paris a besoin d'un troisième central, a besoin d'un backup de Marquinhos. Et dans quelques années, si Zabarny prend le dessus et qu'on a une charnière Pacho-Zabarny, les deux à 24, 25, 26 ans, tu peux construire pendant pas mal de temps avec ça. Je pense que les qualités, elles sont là. L'indemnité, c'est peut-être un peu cher. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un bon transfert. Il reste des choses à faire au Paris Saint-Germain. C'est pas la seule chose qu'il faut faire cet été. J'essaie d'en faire une vidéo assez vite. Il y a plus de profondeur que ce club doit aller chercher. Zabarny, c'est un bon pas dans cette direction, je pense. Le deuxième dossier, Miloš Kerkez à Liverpool. Alors celui-là, c'est fait. Fabrizio Romano l'a annoncé il y a quelques jours. 40 millions de livres, ça fait à peu près 47 millions d'euros. Deal long terme, visite médicale qui arrive, c'est confirmé. Et c'est une autre excellente prise pour Liverpool, après Florian Wirtz, après Jérémy Frimpong, et l'officialisation de Mamardashvili, qui a été acheté l'année dernière, mais reprêté à Valence derrière, il arrive. Bon, Alisson va sans doute continuer d'être le titulaire, mais il arrive pour prendre la relève, peut-être un petit peu comme Zabarny avec Marquinhos. Encore une très très bonne prise pour Liverpool, Miloš Kerkez. On en parlait l'été dernier, au moment de retour Hongrie, quand on faisait cette vidéo, on en parlait comme étant le prospect hongrois. D'ailleurs, il va retrouver la relation avec Dominique Szoboszlai, son camarade en sélection. Il avait été nominé Golden Boy 2023, Miloš Kerkez. Il a poursuivi sa progression. 20 millions, c'était sa valeur marchande à l'époque. Aujourd'hui, c'est 45. 38 titularisations en Première Ligue. Le joueur le plus utilisé par Andoni Iraola. Très, très grosse saison. Et il est très fort. C'est une petite bombe. Vous avez sans doute vu ces images. Il était claqué. On avait analysé ce match en plus. C'était quand on a fait cette vidéo sur Bournemouth en tout début d'année 2025. Ils avaient battu Newcastle, qui était sur une très grosse série aussi à l'époque. Et il était claqué en fin de match, totalement mort. Pour autant, à la récupération, il tape une course de 50 mètres, est touché, et va aller finir le but du 4-1 ou 4-0, si je dis pas de bêtises. Incroyable, incroyable énergie. C'est une petite bombe. Il est 99e centile en course de dédoublement intérieur, 87e centile en course de dédoublement extérieur. Il est toujours là pour soutenir son ailier. Sur les projections, les poussées longues, il me rappelle un petit peu Robertson. La longue première touche, quand il y a un petit renversement pour aller amener le danger. Il a un top pied, ça c'était à l'époque AZ Alkmaar, quand il avait remplacé Owen Wijndal. Top pied, sa qualité de centre déposée comme ça, magnifique. Il a pas mal de variétés d'ailleurs dans ses centres. Et ils sont toujours très intelligents. C'est des centres guidés qui cherchent des gars. Il est aussi plutôt pas mal à la finition, même s'il a marqué que 2 buts cette saison en Première Ligue. C'est 0,04 par 90, supérieur à son total d'XG. La qualité de pied qu'il montre, je pense qu'elle est supérieure à son total de buts. Et sur ses projections intérieures, comme ici, ça c'était époque AZ Alkmaar, on voit qu'il a un petit sens du but. Là même la finition pied droit, ici, servi plein axe, demi-espace à plein axe, et derrière il bat le gardien. Il y a quelque chose avec Miloš Kerkez dans le dernier tiers. Et en plus, sur la pression d'Andoni Iraola, il n'est pas en reste. J'ai peut-être les actions menant à un but, même les actions menant à un tir, un peu plus de volume, qui sont générées par des actions défensives, 91e centile. Sa pression incessante a souvent généré des occasions de but pour Bournemouth, ce qui est très très bien pour Liverpool. Défensivement, c'est peut-être meilleur que ce qu'on pense. Et sa tonicité, c'est un petit gabarit, mais très très athlétique.
sa tonicité, et notamment latérale, fait qu'il est assez dur à battre en 1 contre 1. Il s'accroche beaucoup à son vis-à-vis. C'est un vrai petit pitbull. Et sa qualité de repli aussi, ça le rend très fort pour tenir une ligne haute. Sous le vent, on le voit ici, il était haut au départ de l'action parce qu'il servait son ailier. Mais derrière, il peut faire les courses de repli. Malgré ça, c'est vrai que son court gabarit, ça fait qu'il se retrouve beaucoup à tacler. Beaucoup de tacles au sol pour allonger un petit peu sa surface d'intervention. C'est un peu risqué, et malgré ça, parfois il est battu, comme ici par Madueke. Il y a des moments où on voit que c'est un petit latéral, notamment sur le jeu aérien. Pourtant, il est combatif, il met les efforts. La mentalité est 10 sur 10. La mentalité avec Miloš Kerkez, vraiment 10 sur 10. C'est un joueur qui peut encore continuer à progresser et qui va être aidé par Virgil van Dijk. Que ce soit sur le domaine aérien, que ce soit sur sa science défensive. Mais quand je vois les efforts qu'il est capable d'imprimer, je pense que c'est un des premiers trucs que je regarde dans une recrue. Vraiment, ce qu'il y a là-haut. La mentalité est élite, et je pense que Liverpool a fait un très très bon move. Les faiblesses du 11 de cette saison, c'était peut-être les côtés, avec Robertson, 31 ans, qui a fait de plus en plus d'erreurs, qui commence logiquement à décliner. Le mec, ça a été un des meilleurs défenseurs gauche de l'histoire moderne de la Première Ligue, tellement fort, un petit peu avec la mentalité aussi. Pas le plus talentueux pur, mais les efforts qu'il mettait énormes. Voilà, Kerkez, 10 ans de moins, rajeunir un petit peu ce côté. Le départ d'Alexander-Arnold, les côtés, les latéraux, c'était un petit peu la faiblesse de Liverpool. Bon, ils ont fait Frimpong et Kerkez. Il y avait une petite interrogation sur le volume offensif, l'apport de Szoboszlai en tant que 10. Bon, Florian Wirtz. Et Mamardashvili qui arrive à long terme pour concurrencer Alisson. Ils se sont vraiment renforcés. Wirtz, en meneur de jeu, il va avoir Luis Diaz et Kerkez à sa gauche, Salah et Frimpong à sa droite. Ça va être un peu un délire. Et ils ont même fait quelque chose de pas mal, Liverpool. Ils ont réussi à vendre Kwanza 30 millions de livres, plus 5 potentiels de bonus, à Leverkusen, avec une clause de rachat. Il y a peut-être un petit délire comptable financier, une petite entente avec Leverkusen. Peut-être que ça aussi, ça a fait gonfler un petit peu le prix du transfert de Wirtz. Et en échange, on fait gonfler un petit peu celui de Kwanza pour s'y retrouver niveau fair play financier, etc. Peut-être que ça joue, mais dans l'ensemble, le fait de ne pas avoir dépensé l'année dernière, ça paye quasi pas, avec juste Mamardashvili et Chiesa. On se dit qu'ils ne sont pas assez renforcés pour challenger. Bon, derrière, ils sont champions, et maintenant, ils sont en véritable position de force. Franchement, le mercato qui est en train de faire Liverpool, c'est rien de moins que le meilleur d'Europe pour l'instant. Kerkez, Frimpong, Wirtz et Mamardashvili qui arrivent. Ça fait un sacré effectif. Ils ont une très très belle équipe. J'ai un petit peu de peine pour Bournemouth par contre, qui non seulement perd Huysen, Kerkez, peut-être Zabarni, et j'ai vu que même Antoine Semenyo est en lien avec Tottenham. Qui est-ce qu'ils vont perdre derrière? C'est ce truc de l'exode, ça devient un petit peu une maladie contagieuse, parce que quand tu vois tout le monde se barrer, si t'es Kluivert par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Si t'es Ouattara par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es pas en train d'appeler ton agent en mode bon, Bournemouth la saison prochaine ça va être compliqué, moi aussi je veux partir, même Iraola lui-même, est-ce qu'il reste? J'imagine qu'il est pas mal sollicité. On va voir, c'est une équipe, un club qui bosse très bien sur le mercato en général. J'ai vu qu'ils ont pris Adrien Truffert pour remplacer Miloš Kerkez. Ce sera intéressant de voir Bournemouth, mais attention, parce qu'en Première Ligue, il y a tellement de concurrence, c'est tellement chaud pour les places du haut, c'est tellement chaud pour ne serait-ce qu'être dans les 17 et pas être relégué, qu'il va falloir gérer ce gros tournant pour eux. Mais ils en sont capables avec du bon scouting. Et en attendant, Miloš Kerkez à Liverpool, pour moi, c'est un transfert 9 sur 10. Excellente pioche pour les Reds. Le vrac, quelques petits éléments en plus. Le premier, je pensais pas parler de ça cet été. J'avais pas suivi l'histoire. Mais le Real Oviedo remonte en Liga. 24 ans plus tard, c'était le match de play-off d'accession à la Liga. 24 ans plus tard, ils sont là. Et si je vous parle du Real Oviedo, c'est pour cette raison principalement. Mené de 2 buts sur le match aller-retour. Ils avaient perdu l'aller 1-0. Ils perdaient le retour 1-0. Ils sont revenus, l'ont emporté 3-1, notamment grâce à Santi Cazorla, qui a égalisé sur penalty à 40 ans. Il est toujours là. Non seulement il a égalisé sur penalty dans ce match, mais sur la demi-finale de play-off, il avait marqué un coup franc extérieur de surface, pied gauche. On sait, il est parfaitement ambidextre. Le penalty en finale, pied droit. Le coup franc en demi-finale, pied gauche. Incroyable. Cazorla, quelle histoire extraordinaire. Il fait donc remonter le club dans lequel il a été formé, dans lequel il n'avait jamais pu jouer
avant. Il avait acheté des parts du club avec des fans, avec d'anciens joueurs pour l'empêcher d'être en crise financière, l'empêcher d'être totalement dissous. Il est revenu il y a 2 ans, en 2023, en prenant le salaire minimum. Et là, il les fait monter, il participe à leur montée en Liga. Un gars qui avait subi 11 opérations au talon d'Achille, avait eu la gangrène. Les docteurs lui disaient, si tu marches, t'as déjà de la chance, alors rejoue au foot, n'y pense même pas. Quelle histoire extraordinaire, magnifique. Il fallait en parler. Oviedo remonte et Cazorla retrouve la Liga. D'ailleurs, en parlant des clubs qui montent, on peut faire un petit récap. Lorient, Paris FC bien sûr, et Metz, qui a battu Reims sur la finale de play-off, remontent en Ligue 1. Burnley, Leeds et Sunderland, incroyable, en Première Ligue. Levante, Elche et donc le Real Oviedo en Liga. Sassuolo qui remonte direct. Pise et la Cremonese en Italie. Et en Bundesliga, de gros clubs, le FC Köln. J'étais allé voir un match à Köln il y a 2 ans du coup, contre Mayence, méga match, c'était incroyable, l'ambiance. FC Köln. Et Hambourg qui remonte pour la première fois depuis 7 ans je crois, ils essaient constamment de remonter. Ils remontent, de belles montées dans les 5 championnats majeurs. L'autre petit bonus dont j'avais envie de vous parler, j'ai vu ça, Carlos Cuesta, qui devient le coach de Parme. C'est son premier job. Vous reconnaissez peut-être ce visage. C'était l'adjoint de Mikel Arteta. Et moi, je me souviens l'avoir vu la première fois. C'était il y a quoi, 3-4 ans, dans le documentaire Prime All or Nothing, où on voit sa conversation avec Ben White. T'es un des meilleurs défenseurs du monde, il faut juste que tu progresses sur ces points-là et tout. Je me dis, ce petit jeune, beaucoup d'énergie. Il devient donc coach principal. Ouais, pas mal. Souhaitons-lui beaucoup de succès. On va suivre son Parme avec beaucoup d'intérêt. Il n'était pas dans cette vidéo des mes 10 entraîneurs à suivre, les coachs du futur, il y a 5 mois, j'aurais peut-être dû le mettre. Mais par contre, j'avais mis Arda Turan, qui lui prend, c'est officiel depuis quelques heures, le poste d'entraîneur du Shakhtar. Donc, ok, intéressant. On verra après une très bonne saison à Eyüpspor, où ils ont fini 6e. Arda Turan, coach du Shakhtar, un petit step-up pour lui. Peut-être l'occasion de jouer du foot européen, on va voir ce que ça va donner sur les prochains mois. James Milner qui prolonge à Brighton, 39 ans, il aura 40 ans cette saison, et il est à quelques matchs, à 18 matchs, non c'est pas 18 ça, c'est 16 matchs du record de Première Ligue de Gareth Barry. Il va peut-être devenir le joueur le plus capé de l'histoire de la Première Ligue. Voilà pour James Milner, même si on le savait depuis quelques jours, j'avais envie d'en parler. Et bien sûr, le plus important, c'est ce qui se passe cette nuit. C'est plus du foot, mais Game 7 des finals entre les Pacers et OKC pour la première fois depuis 2016. Un Game 7 en finale incroyable. Tyrese Haliburton, le Thunder, qui a un peu mon cœur, que j'espère voir gagner cette finale, même si Indiana le fait, c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé aussi. Je vais me régaler, je vais éteindre tous les réseaux, mettre le phone en mode avion, et demain au réveil, me regarder l'heure et demie du match entier. Ça va être un super moment au petit-déj. J'ai vu que OKC est quand même assez favori. Ils sont à la maison, mais j'ai vu aussi que les équipes à l'extérieur, sur des Game 7 depuis quelques années, en ont remporté le plus, 9-6. Enfin bref, ça va être incroyable, Game 7 des Finals. Pour le premier titre de ces 2 franchises, si je dis pas de bêtises. La folie pure, totale, trop hâte. Et voilà les gars. Petite vidéo du dimanche, on a parlé Zabarni, on a parlé Miloš Kerkez, et on a parlé Shai, J-Dub, Haliburton, Siakam, parce que ça va être un grand moment. Prenez soin de vous les potes, je vous souhaite une excellente semaine. De mon côté, à partir de demain, je suis en déplacement pendant quasiment 1 mois. Donc j'ai créé un setup mobile, et je vais essayer de vous sortir le plus de vidéos possible dans cette configuration expérimentale. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'images comme ça, et juste plus de face cam en mode juste journal de vacances où on discute de toutes les dernières informations, des analyses de match, mais un peu plus relax, tranquille, chill. Pas en garde-ave comme l'autre bandit, mais en vacances entre guillemets, avec quand même toujours un œil sur ce qui se passe sur le Planet Foot. Donc, restez connectés pour ça. Merci d'être là comme toujours. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis à demain. Enfin, à bientôt plutôt. Bisous.